Et ça me semble important de rappeler que le racisme, c'est pas une affaire de sentiments. Le racisme, c'est pas une affaire de citoyens blancs, français ou autres qui n'aiment pas leurs concitoyens. C'est pas une affaire de des gens qui détestent d'autres concitoyens. Le racisme, c'est une affaire de pouvoir. Et c'est très bien que Marwan l'ait rappelé, puisque c'est ce qui nous intéresse là, et c'est ce qui est au cœur de la criminalisation de l'antiracisme politique. C'est ce qui est au cœur de l'antiracisme politique, certes, et c'est pour ça que c'est super important de repolitiser les questions de racisme, mais du coup, c'est ce qui est aussi au cœur de la répression contre ce mouvement-là. La première chose, c'est ça, c'est que le racisme, c'est une question de, Omar le disait tout à l'heure, c'est un rapport social de domination qui pose des questions de pouvoir. On n'est pas dans des trucs de tu m'aimes ou tu m'aimes pas, à la limite on s'en foutrait, mais on est dans des trucs de tu nous prives de pouvoir, tu nous prives d'un égal accès à des opportunités, etc., etc. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu, je ne sais plus dans la bouche de qui, mais c'était cité, mais peu importe, ça me semble important d'y revenir. Je vais vous donner la phrase exacte, le petit blanc est fait, en parlant de racisme du petit blanc est fait. Ça me semble aussi super important de préciser, et là aussi on est au cœur de l'antiracisme politique, que le racisme n'a pas de parti politique, il n'a pas de couleur politique. Le racisme, c'est pas l'apanage d'un parti, et c'est clairement pas l'apanage du Front National. Aujourd'hui, ce qu'il faut clairement poser, c'est à la fois le racisme de l'extrême droite, le racisme de droite, mais aussi le racisme de gauche. Et ça, c'est extrêmement important de le poser, puisque ces 5 dernières années, c'est pas le Front National qui a été au pouvoir, c'est le Parti Socialiste. Et pourtant, nous avons eu droit à des politiques de racialisation, à une répression visant les musulmans, visant les quartiers populaires, visant les Noirs et visant les Roms, à un racisme d'État, à des crimes policiers, à des violences policières, à un état d'urgence qui, on le sait, visait en priorité, en particulier, les musulmans / les quartiers populaires. Donc ça aussi, c'est important de le rappeler, c'est d'autant plus important de le rappeler que on arrive à la veille de la période de l'élection présidentielle, et il va falloir qu'une partie de la gauche, en l'occurrence, comprenne bien que cette fois-ci, on ne va pas jouer à ce fameux barrage républicain. Je ne sais plus qui disait sur Twitter une phrase qui est bien, on n'est pas des castors. Mais très clairement, moi, mes parents n'ont pas élevé pour être le castor de la gauche française. Très clairement, on ne va pas passer des décennies à construire des barrages républicains quand tout le reste de l'année, il n'y a personne pour se prononcer sur les questions de racisme d'État et il n'y a personne pour comprendre la globalité et l'importance de ces questions-là. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, très vite, j'ai aussi beaucoup entendu parler de Trump, et ça c'est normal, c'est classique. En France, subhanallah, on dirait les couleurs, elles sont partout dans le reste du monde, mais en France, on voit pas les couleurs, c'est pas les mêmes choses qui se passent, c'est autrement, etc. Ce que je voudrais dire juste sur Trump, effectivement, c'est la suprématie blanche qui a placé Trump au pouvoir, et c'est un électorat qui craint le déclin du monde blanc qui a placé Trump au pouvoir. Mais c'est le même électorat blanc qui craint ce déclin-là de son propre monde qui a placé François Fillon en tête de la primaire des Républicains. C'est la même suprématie blanche qui fait que le Front National atteint de tels scores. Et c'est la même suprématie blanche et les mêmes attaques envers les mêmes populations qui fait que Valls peut se présenter avec autant d'entrain au présidentiel, en tout cas, enfin, être candidat au présidentiel, quand on sait que ce mec, il représente que 5% de quoi que ce soit, de n'importe en France. Donc, cette question-là, la question de la suprématie blanche, la question de l'électorat blanc qui craint de voir son monde en déclin et qui le voit d'ailleurs et qui réagit de cette manière-là, il faut la poser aux États-Unis, évidemment, il faut la poser en Angleterre, etc., mais il faut la poser en France. Il n'y a pas de solidarité possible, pas d'alliance possible, et pas de discussion possible avec l'ensemble des partis politiques qui voudraient et qui se croient être les plus proches de nous, si cette question n'est pas posée sur notre propre territoire. Ça, c'est pour commencer. Sur le reste,
puisqu'on m'a demandé de parler de criminalisation de l'antiracisme politique, très rapidement, commencer par dire que la criminalisation des quartiers populaires et des luttes des quartiers populaires et de l'immigration, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle est extrêmement ancienne et on l'a vu, c'est cyclique. À chaque fois que des opprimés se sont organisés, dans les années 70, dans les années 80, bien avant d'ailleurs, dans les années 90, dans les années 2000, etc., à chaque fois qu'ils se sont organisés en toute autonomie, à chaque fois qu'ils ont porté haut ces discussions et ces débats, ils ont été réprimés par le pouvoir. C'est habituel. Ce qui a changé très certainement avec le temps, c'est que au fur et à mesure de la progression de ces combats et de ces luttes et de leur détermination aussi, et le pouvoir est devenu plus déterminé et plus enclin à abattre toute forme de lutte et de combat dans les quartiers populaires et au sein de l'immigration. Ces dernières années, on l'a vu, et même cette année en fait, entre 2015 et 2015, c'est d'autant plus vrai qu'il y a eu un certain nombre d'événements qui ont très clairement posé la question de l'autonomie politique, en disant que des thématiques telles que les crimes policiers, les violences policières, le racisme d'État devaient être au centre de nos préoccupations, mais qui ont aussi posé la question des premiers concernés finalement, et de la bataille qui doit être menée par les premiers concernés avant toute chose. Ce fut le cas de la marche de la dignité en 2015, qui, je pense que vous vous en souvenez, a été attaquée de toutes parts et de la manière la plus abjecte. Ce fut le cas aussi du fameux camp d'été décolonial qui a eu lieu en août et qui a reçu le sésame jusqu'au il était le Premier ministre à l'époque, Valls, qui pensait que en fait l'article du New York Times que le New York Times a écrit sur les femmes musulmanes, et en fait il avait été écrit au camp d'été décolonial, parce que comme chacun sait, on est en complot en fait avec le New York Times et on décide tout ensemble pendant les camps d'été décoloniaux. Mais c'est pour vous dire, c'est marrant, mais c'est pour vous dire jusqu'où ça va. J'ai 3 minutes. Donc, bref, la marche de la dignité, le camp d'été décolonial, la mobilisation autour de la mort d'Adama Traoré, le bouillonnement associatif et militant autour de l'antiracisme politique et de la question des quartiers populaires, le CCIF et la manière, et surtout autour de l'épisode Burkini, et la manière dont ça s'est joué, et puis surtout la campagne d'adhésion au sein du CCIF qui, à mon sens, a suscité un certain nombre de mépris et d'énervement, d'agacement au sein du pouvoir. Tout ça a contribué à une campagne de répression et de criminalisation extrêmement massive et extrêmement déterminée de la part de l'État. Très rapidement, les formes que ça prend, parce que c'est important aussi de savoir ce qui se passe concrètement, parce que vous nous voyez rigoler, faire des conférences, faire des statuts Facebook, etc. Mais ce qu'il y a derrière, il faut que chacun le sache. Des plaintes contre des militants de l'antiracisme politique, des plaintes en diffamation contre ceux qui ont osé critiquer tel ou tel élu parce qu'elle tenait des propos islamophobes, contre ceux qui ont osé critiquer tel ou tel préfet parce qu'il prenait parce qu'il adoptait des politiques islamophobes. Donc il y a énormément, de plus en plus, de militants qui sont poursuivis en diffamation dans leur combat en fait, pour le combat qu'ils portent. On l'a encore vu récemment avec Assa Traoré et la maire de Boulon qui voulait porter plainte contre elle parce qu'elle a osé dire une vérité, que la maire avait choisi le côté des gendarmes et non des violences policières. De la censure notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, qui joue le rôle du pouvoir et qui travaille main dans la main avec les organisations antiracistes traditionnelles qui n'ont aucune autre chose à faire que d'aller surveiller les posts, par exemple, du Parti des Indigènes de la République qui s'est vu supprimer sa page Facebook. Du chantage et des pressions pour faire annuler des événements et des prises de parole, des événements, des prises de parole, etc. On l'a vu avec Marwan, je crois qu'il n'y a pas longtemps, t'intervenais pour une formation à l'autodéfense intellectuelle. On a fait pression pour tenter de faire annuler la conférence. Ici, on sait qu'à Saint-Denis, que la mairie de Saint-Denis a reçu énormément de menaces et de pressions pour faire annuler cet événement. Ce fut le cas avec le camp d'été décolonial, ce fut le cas avant avec la marche de la dignité, et c'est régulièrement le cas à chaque fois que des militants de l'antiracisme politique essayent d'organiser quelque chose ou de prendre la parole. Il y a aussi évidemment des campagnes massives de criminalisation et de désinformation qui passent avec la plus grande complicité des médias, des journalistes qui relaient des rumeurs, des informations complètement erronées sur les militants de l'antiracisme politique, sur leur organisation, et qui participent à ce lynchage en bonne et due forme
de nos combats, de nos luttes et de ceux et celles qui les portent. À noter, une minute alors très vite, à noter que tout ça se fait avec la plus grande, enfin dans l'indifférence générale en fait. Déjà, premièrement, indifférence totale, c'est-à-dire qu'il y a un grand silence sur ces questions-là, un manque de conscience politique qui contribue à l'isolement des militants et des organisations de l'antiracisme politique, c'est-à-dire que il y a pas mal de personnes qui peuvent se dire d'accord ou partager ou être contents quand les choses se font, mais quand il s'agit de passer en acte en termes de solidarité ou de dénoncer ce traitement-là, il n'y a généralement plus personne. Mais surtout, ça se fait avec la complicité assumée d'un certain nombre d'organisations avec une grosse majorité du champ politique et du champ médiatique français. C'est-à-dire qu'on assiste à la criminalisation de ces militants et de ces organisations de l'antiracisme politique sans rien dire, mais aussi en y contribuant, à dénoncer la racialisation supposée de tel ou tel combat, en dénonçant des méthodes, etc., etc. Et ça, évidemment, ça n'arrange pas la situation et ça contribue à l'isolement finalement de ces organisations-là. Alors que faire? C'est fini? Une minute, que faire? C'est fini. Je ne vais pas laisser finir 30 secondes. Après, ils vont dire ça, ils ne proposent jamais rien, etc., etc. Je vais vous dire que faire, c'est très simple. La première chose, c'est la solidarité. Donc je ne vais pas développer sur ça comme il me reste 30 secondes, vous savez très bien qu'on va être solidaire. Mais la chose la plus importante, c'est de ne pas fermer les yeux. Et là, j'insiste parce que je vois que pressentiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de militants de la gauche radicale dans la salle. Ça passe aussi par ne pas fermer les yeux. Et ne pas fermer les yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêter, et Omar l'a très bien rappelé tout à l'heure, arrêter de faire comme si on racontait n'importe quoi, alors que vous savez très bien qu'on dit bien des vérités. Arrêtez de faire comme si vous ne compreniez pas ce qu'on voulait dire, et comme si on ne parlait que de ci ou que de ça, alors que vous savez très bien, encore une fois, ce qu'on veut dire. Arrêtez de prétendre que vous êtes de notre côté, alors qu'être de nos côtés, ça veut dire prendre les coups avec nous et assumer de ces questions-là. Et juste parce que j'avais noté, parce que ça c'est un truc que je dis beaucoup, mais non, on est de votre côté. Mais frère, t'es pas de mon côté si tu passes du temps dans ton organisation à définir et à revenir sur ce que c'est le mot islamophobie. T'es pas de mon côté si t'espères que l'éducation va servir, si tu espères, je dis bien espère, que l'éducation va tôt ou tard finir, finir par le dévoilement des femmes musulmanes. T'es pas de mon côté si t'attends que les sœurs se dévoilent. T'es pas de mon côté. D'une manière ou d'une autre, les mecs des quartiers populaires. T'es pas de mon côté si tu ne parles pas de racisme d'État et si tu ne vises pas les politiques de racialisation. T'es pas de mon côté, enfin, si tu passes ton temps à crier à la division, à la racialisation des luttes, alors que ce qu'on dit, c'est très clair, c'est que bien évidemment, il y a une question sociale, mais que la question sociale a toujours été une question raciale et qu'elle doit être traitée comme telle. Vraiment,